Bonjour, je suis Thomas Osinski, bienvenue dans cette série d'enseignements autour du diagnostic différentiel, les drapeaux, triage et réadressage. Cette vidéo porte sur les affections dites de dissection des artères cervicales. Nous allons essayer d'aborder ce sujet en parlant par conséquent des atteintes qu'on peut retrouver en physiothérapie, qui sont celles de l'artère carotide interne et l'artère vertébrale. J'ai remis un schéma ici pour se rappeler rapidement l'anatomie. D'un point de vue épidémiologique, on considère que les atteintes des artères cervicales de type de dissection sont relativement peu fréquentes. Là, dans une des études les plus récentes qu'on peut retrouver, qui date de 2014, on a une incidence estimée autour des 2 à 3, 2,5 à 3 atteintes de dissection d'artères cervicales pour 100 000 habitants par an. On retrouve à peu près les mêmes données dans l'étude de Béjot sur une étude cette fois faite en France où on retrouve à peu près 2,5 à 3 sujets atteints de dissection cervicale par une centaine de milliers d'habitants par an. Cette pathologie est rare et encore mal comprise. Ce qui ressort de la littérature et du consensus de l'IFOM sur les facteurs de risque d'apparition de ce trouble, c'est les antécédents de traumatisme au niveau de la colonne cervicale. Il y a pas mal de débats sur l'importance de ce facteur-là. Il semble que ce facteur soit principalement intéressant pour les lésions de l'artère vertébrale plus que pour la carotide interne et que ces traumatismes peuvent entendre les manipulations cervicales, même si il y a pour l'instant consensus de dire que les manipulations ne sont pas dangereuses et quand elles sont associées à une dissection, c'est qu'en fait la dissection présentait un tableau clinique évoquant l'intérêt d'une manipulation cervicale. On retrouve que les céphalées sont des facteurs de risque importants. On retrouve que les migraines, qu'elles soient avec ou sans aura, il y a débat dans la littérature, sont un élément pouvant marquer la présence d'une dissection de l'artère carotidienne interne, principalement plus que des dissections au niveau de l'artère vertébrale. Et donc, quand un patient se présente et qu'il présente des douleurs cervicales, céphalées et du type de migraine, il faudra prendre le temps d'examiner le risque potentiel de dissection artérielle. Comme pour beaucoup de pathologies cardiaques, on retrouve que les éléments cardiovasculaires, on retrouve que les problèmes d'hypertension, de dyslipidémie, de maladie cardiaque sont des facteurs de risque, le diabète sucré aussi. Les associations sont assez variables en fonction des données de la littérature, mais dans le cadre des recommandations de l'IFOM, nous considérons que ce sont des facteurs de risque. On retrouve aussi le tabagisme, les infections récentes, infections et inflammations sont des facteurs de risque. Les infections récentes, c'est dans la semaine. Donc toute personne qui a eu un fibricule ou une fièvre supérieure à 38 sera considérée comme un risque. Toujours dans la même idée que les infections et inflammations fragilisent les tissus conjonctifs et donc fragilisent le tissu artériel. Dans l'accouchement, on retrouve aussi une augmentation du risque. Et chez les personnes les plus âgées, on ne peut retrouver aucun mécanisme d'apparition. Chez les jeunes, on retrouve une petite association avec les traumatismes bénins, comme le fait de tourner la tête, d'avoir un choc ou des accidents de voiture de faible intensité. Les recommandations de l'IFOM distinguent trois pathologies qui sont les atteintes de la carotide interne, de l'artère vertébrale et aussi les instabilités, qui sont trois pathologies sévères qu'il faut essayer d'éliminer dans la prise en charge des patients avec des atteintes cervicalgiques. D'un point de vue de la sémiologie en présentation aiguë, on a tendance à considérer que les lésions de la carotide interne donnent plutôt des douleurs cervicales supérieures et médianes, avec potentiellement des douleurs qui irradient vers l'oreille et la mâchoire, des céphalées plutôt frontotemporales et pariétales, qui peuvent s'accompagner d'une ptose, d'une chute de la paupière et probablement plus d'un syndrome de Claude Bernard sur lequel nous allons revenir, et des dysfonctions des paires crâniennes plutôt basses. En généralement, la douleur est une douleur aiguë qui apparaît brutalement et tout à fait anormale par rapport à ce que peut connaître le patient. Pour l'artère vertébrale, les douleurs ont à peu près la même topographie, supérieure, médiane, des céphalées plutôt occipitales que frontotemporales, ce qui peut nous aider, et en général aussi une douleur aiguë plutôt anormale.
La présence du Claude Werner est moins fréquente dans les lésions de l'artère vertébrale, ce qui va aussi nous aider à orienter entre les deux. Pour l'instabilité céphalée, on va avoir plutôt des céphalées cervicales et des cervicalgies, plutôt instabilité cervicogénique, une sensation d'instabilité et une musculature hypertonique chez le patient, avec un besoin de soutien cervical. Le patient sera plus confortable avec ça. En général, les instabilités, nous verrons dans d'autres éléments d'enseignement, sont peu fréquentes et en lien avec des macro-traumas, des traumas importants ou des pathologies du système ligamentaire. Nous en reparlerons. Dans les présentations plus retardées de ces pathologies-là, on retrouve pour les carotides internes des dysfonctions rétiniennes transitoires à type de scintillement scotum, donc des clignements dans le champ visuel ou des pertes transitoires du champ visuel, avec l'amorose fugace, une perte complète du champ visuel d'un œil qui se restaure. Ce sont des signes relativement rares, hein, pas chez tous les patients, moins d'un quart d'entre eux ont ça, mais quand on présente ça, ça peut être des éléments importants. On peut aussi trouver des signes d'AVC, d'attaque transitoire ischémique, en sachant que chez le jeune particulièrement, les atteintes de carotide interne, les dissections de carotide interne sont les principales causes d'AVC. Environ 20% d'entre elles sont liées à des dissections. Dans l'artère vertébrale, dans les éléments plus retardés, pas d'apparition aiguë, on retrouve les atteintes du tronc cérébral avec les 5 DNA, donc les dysarthries, dysphagie, nystagmus, nausée, ataxie, nous reparlerons un peu plus tard. On peut aussi retrouver un syndrome de Wallenberg dans des troubles sensitifs, l'Auxin syndrome dans les cas les plus importants, où il y a l'AVC complet du tronc cérébral, et après les dysfonctions des nerfs crâniens, dont nous reparlerons dans une autre vidéo. Pour l'instabilité, quand elle est plus tardive, on se retrouve avec des diesthésies bilatérales plutôt des extrémités, avec signe des compressions médulaires, des sensations de gêne au niveau de la gorge qui peuvent être importantes, des goûts métalliques au niveau du nerf facial, pour la langue, plutôt partie antérieure, et puis des faiblesses dans les membres inférieurs, des troubles de coordination bilatérale. Donc on ne s'attend pas exactement aux mêmes présentations entre l'instabilité et les atteintes vasculaires. L'instabilité plutôt des éléments qui vont dans les membres et les problèmes vasculaires plutôt des problèmes qui vont vers la tête, des céphalées, des troubles neurologiques, cérébraux et du tronc cérébral. Pour le syndrome de Claude Bernard-Horner, plutôt associé, nous avions dit, aux insuffisances carotidiennes, entre 40 et 80% des patients qui ont des dissections carotidiennes montrent ce syndrome-là, ça dépend des références. Comment ça se décrit? C'est ce que nous voyons sur l'image à gauche. Nous avons chez la patiente ici une ptose de la paupière quand on compare à l'autre côté. À gauche, on voit que la paupière recouvre plus d'œil. On peut avoir aussi une énophthalmie, un œil qui aurait tendance à se rentrer un peu dans son orbite, donc avoir un sillon ici qui se creuse un peu plus autour de l'œil. On a aussi tendance une myosis, alors moins franche peut-être sur l'image ici, mais quand on regarde le diamètre des paupières, on voit que on a une constriction de la pupille, pas des paupières, pardon, de la pupille, du côté de la lésion, du syndrome de Claude Werner. Puis on peut aussi retrouver une anhydrose du côté du visage homolatéral à la lésion. Donc avec une perte de la sudation et des troubles et une peau plus sèche. En plus de ce syndrome de Claude Werner, nous avons dit dans les phases plutôt avancées d'insuffisance carotidienne, on peut retrouver donc l'amorose fugace, dont on parlait, c'est la perte du champ visuel d'un œil qui va se restaurer, et les scotums scintillement dans le champ visuel. Donc ce qui a été proposé, ce que certains décrivent, c'est l'utilisation de ce genre de cadran pour faire regarder la personne. En général, quand la personne a des troubles, en recadrant ce cadran d'Almer, on retrouve la sensation de scintillement ou de perte de champ visuel. C'est le même test qui est utilisé dans le syndrome de la DMLA. Donc si la personne, vous avez un doute et quand elle regarde cette grille décrit qu'il y a des sensations étranges et que ce n'est pas comparable entre les deux côtés, là nous pourrons suspecter aussi une atteinte du champ visuel et potentiellement un problème ischémique. Mais ça demande totalement réorientation, ce n'est pas notre travail.
On peut aussi avoir des ischémiques plutôt orbitales dans l'ensemble de l'œil, avec du coup cette fois une faiblesse des muscles moteurs de l'œil. L'œil est paralysé, plutôt une proptosis, donc la protrusion de l'œil, pas son enfonçant, mais plutôt l'œil qui ressort, parce que les muscles autour n'arrivent plus à le retenir, et une kémose, donc le gonflement de l'œil, la conjonctif, qui peut aussi se représenter dans plutôt les phases avancées de l'insuffisance carotidienne. Alors ici, nous allons présenter principalement des éléments de sémiologie, de l'entretien et de l'observation. Qu'est-ce qu'il en est des tests positionnels, souvent proposés et recommandés? Ils ne le sont plus actuellement recommandés, car les tests positionnels, que ce soit le test de Klein avec l'extension en rotation ou le maintien de la rotation 1 minute, rotation maximale, ne montrent pas d'intérêt dans les données actuelles pour le dépistage de ces affections-là. Leur sensibilité est relativement faible et chez les patients sains, les études de patients sains ne montrent pas que ces tests positionnels provoquent particulièrement des troubles vasculaires, donc diminution du débit. Par conséquent, les recommandations actuelles sont de dire de ne pas utiliser ces tests ou, quand on les utilise, de ne pas se fier au fait qu'ils soient négatifs pour dire qu'il n'y a pas de risque à la prise en charge. On peut les utiliser en complément pour vraiment, si tout est positif, dire ok, si ce test-là est positif et le reste, pourquoi pas, il nous aurait un intérêt, mais ne pas considérer qu'un test négatif suffise pour dire qu'on peut pratiquer en sécurité. Principalement, mettre en avant l'observation, les tests cliniques de fonction des paires crâniennes et de l'ensemble du système nerveux, et se fier à l'histoire. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de connu par le patient ou par le thérapeute, ou est-ce que ça sort complètement du champ habituel des patients cervicalgiques ou avec des céphalées? Je vous remercie pour votre attention. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à ouzinski.thomas@gmail.com. Bonne journée.